Pendant le dernier semestre de ma dernière année de fac, je m'étais inscrit à un cours intitulé Art et politique. Sur le papier, ça avait l'air intéressant, mais dès le premier cours, je me suis rendu compte que je m'étais complètement fourvoyé. Le problème venait en partie du prof, un barbu grisonnant dans la fin de la cinquantaine. Sobel, je crois qu'il s'appelait. On ne peut pas vraiment dire que Sobel avait le moindre talent pour parler en public, ni qu'il connaissait grand-chose à l'art contemporain. En tout cas pas au genre d'art contemporain qui s'échangeait à New York, et aux yeux de la majeure partie des étudiants dont je faisais partie, c'était la seule sorte d'art contemporain qui comptait. Non, l'art auquel Sobel comprenait quelque chose, c'était les fresques du Jean de Selle que les pauvres sprayaient à la bombe. Il prenait sa voiture jusqu'au ghetto de West Side, vers Chicago, photographiait un passage souterrain ou la cour d'une école décrépite et ramenait ses clichés en classe. Là, il projetait ses diapos et se mettait à parler jusqu'à ce que l'obscurité de la pièce et sa voix monotone aidant, eh bien, la majeure partie des étudiants se retrouvent à dormir. Je le trouvais tout aussi soporifique que mes camarades, sauf que il y a quelque chose qui me maintenait sur le rebord de mon siège, l'attente de sa prononciation de certains mots. Et parmi ces mots, il y avait le mot latino. Ce à quoi l'on assiste dans beaucoup de ces endroits, c'est à l'émergence d'une véritable culture latino. Il faisait également preuve d'un orgueil particulier à prononcer le mot chicano à l'hispanique. Mais le véritable clou de son spectacle, c'est le moment où il prononçait Nicaragua. J'en avais les poils qui se dressaient sur mes bras. J'arrivais pas à m'en lasser. À la fin de chacun de ses cours, il rallumait la lumière, tout en faisant semblant d'ignorer les étudiants qui bâillaient, s'étirant et se protégeaient les yeux des mains contre la soudaine clarté. Y a-t-il parmi vous des questions? Oui, j'ai fait en levant la main. Au sujet de l'intervention américaine, de quel pays était-il question plus spécifiquement? Eh bien, vous devez faire ici référence au Nicaragua. Puis il parcourait la salle du regard pour vérifier s'il y avait d'autres questions. Et il se mettait à froncer légèrement des sourcils en voyant ma main à nouveau levée et en train de s'agiter. Oui, je m'excusais, c'est encore moi. Je me pose une autre question qui peut-être sans aucun rapport, mais dans quel pays d'Amérique centrale est-ce qu'à votre avis on fait pousser le meilleur café? Il se gratta, Costa Rica. Et le pays numéro 2? El Salvador, c'est certain, c'est bien, mais pour moi, à titre personnel, je penserais plutôt pour, disons, le Nicaragua. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Bon, il est probable qu'aux oreilles de toute personne hispanique, Nicaragua se prononce Nicaragua. Mais ce n'était pas le mot lui-même qui m'amusait, mais le son du mot sorti de certaines lèvres. Et ces lèvres étaient particulièrement sélectives en la matière. On n'entend jamais ces personnes commander des enchiladas. Mais si ça avait été le nom d'un leader révolutionnaire, si Los Morritos Grandes était une chaîne de montagnes impressionnante, tu peux être sûr qu'il en irait différemment. Je me retrouve constamment en train de me faire ce genre de réflexion parce que j'y suis acculé. Vu que je vais à l'étranger, j'ai sans cesse ce genre de choix à faire. Par exemple, à ce dîner où j'étais l'autre soir, il y avait 18 personnes à table et You et moi étions les deux seuls Américains. Et je me suis retrouvé entre un juge et un dentiste. Double parano pour un immigrant illégal avec des dents capables d'ouvrir des canettes. Mais ce sont des gens qui se sont révélés très aimables et intéressants. Et ils sont bien en quatre pour m'être agréables. La conversation a roulé sur les écoles de langue. Le dentiste a demandé à You où j'avais appris le français et j'ai répondu Paris, avec l'accent français sans prononcer le reste. Mais si cette conversation s'était déroulée en Amérique et qu'un invité à la soirée anglophone m'avait posé la même question, j'aurais répondu Paris, avec l'accent américain. Parce que ça fait tarlouse en anglais de dire Paris, hors contexte. C'est pas plus prétentieux que de prononcer, disons, Nicaragua. C'est juste considéré comme plus prétentieux parce que il y a probablement
C'est probablement dû au fait qu'il y a des plus belles choses en France, comme des châteaux, des chaussures, des trucs comme ça. Parfois, You et moi, ou mon ami américain Christian et moi, on parle français entre nous, mais c'est le genre de français bizarre pour touristes américains qu'on entend si souvent, You et moi, dès qu'on descend dans les boutiques et les restaurants du quartier où nous habitons. C'est du français prononcé à l'anglaise. Donne-moi un kilo de figues et nous pouvons faire des courses ensemble demain. D'accord. Je me dois ici d'admettre que je ne suis aucunement en mesure de critiquer les Français sur leur prononciation. Ce que je peux en revanche critiquer allègrement, c'est la décision de s'exprimer ou pas en français. Un exemple tout trouvé, c'est ce type qu'on a hébergé chez nous en Normandie. Il avait loué une voiture à Nice, avait traversé la France entière pour nous rendre visite. Est-ce que tu es déjà allé à Tours? À Tours? Non, Tours. C'est sur le Loire, près de Lyon. Non, jamais mis le pied là-bas. Et c'est ce même invité qui, dès le deuxième jour de son séjour, a décidé de ne plus parler que en français. Et pas le genre de français en carton-pâte hein, pour rigolo. Non, le genre nicaraguayen. Et devant sa femme, qui elle ne parle pas un mot de français. Je suis entré dans la cuisine et j'ai entendu sa voix faire « Ah, David, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui ?» Je me suis dit « Pour l'amour de Dieu, faut vraiment que j'en passe par là. » Je suis en pyjama, je me suis pas encore fait un café. Quand je reprends ça ce week-end, ce qui m'a réellement transformé, c'est la réponse que j'ai fini par lui faire. Quand il m'a demandé en français « nicaraguayen », qu'est-ce que nous comptions faire ensemble ce jour-là. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit Yo tenki desu ne. C'est du japonais de type nicaraguayen pour dire il fait beau, non? Excuse-moi, a demandé mon invité, mais je ne comprends pas ce que tu as dit. Et plutôt que de m'expliquer, j'ai préféré m'excuser. Sumimasen, temo watashi mo wakaimasen, ce qui veut dire désolé, mais je ne comprends pas non plus. Imaginez un peu la pauvre épouse de notre invité, obligée d'entendre 2 langues étrangères avant d'avoir avalé la moindre goutte de café. Ça m'en jette toujours un max hein, quand les gens apprennent que je parle japonais. Et je me complais dans cette admiration sans en avoir le moindre droit. Parce que ma réponse à la question suivante, ça a été Watashi tashi no oki otoko no ko Washington isu demasen. Et ça veut dire, ça aurait pu vouloir dire oh mon Dieu, je me sens tellement peu sophistiqué. Mais en fait, je viens de dire que notre aîné vit à Washington. Ça fait partie des phrases qui sont imprimées dans ma mémoire après un cours de langue en 21 CD que j'ai avalé pendant les 3 mois que j'ai passé au Japon et où j'ai fréquenté une école. C'est dit, j'ai un japonais tout ce qu'il y a de plus primitif. Tout juste suffisant pour essayer des habits dans un magasin ou pour faire s'esclaffer les caissières dans les supermarchés. Il joue des mécaniques, c'est tout ce qu'il fait à expliquer You un peu plus tard à notre invité. Et au lieu d'admettre qu'il avait raison, j'ai prétendu que j'y avais été contraint. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Là, le truc qui m'a vraiment énervé, c'est quand notre invité s'est mis à me corriger. Il faut vous souvenir que je vous parle d'un Américain qui vit aux États-Unis, qui a appris quelques mots de français sans jamais suivre de cours. Après m'avoir cassé dans la prononciation, il a voulu me mettre la pâtée sur les définitions. Par exemple, à propos de tous les lapins sauvages qui se baladent dans notre cour. You y a installé son potager et maintenant, on dirait le plateau de tournage d'une pub pendant la période de Pâques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a, mais absolument partout. Et il manque pas d'audace. Au début, ils s'enfuyaient dans les bois dès qu'ils entendaient l'ouverture d'une porte, mais maintenant, on lance une chaussure en direction et ils s'éparpillent comme un instant avant de se regrouper pour mâchouiller les lacets. Bah, on leur en veut un peu, ils ont bouffé tous nos légumes, mais ils sont si mignons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, comme dans la plupart des couples,
You et moi, on partage entre nous les tâches à accomplir. Pendant que lui, il replate le grenier, bah, moi, je prends les petites abeilles séchées que je transforme en chevalier, en arme, à l'aide de petits morceaux de papier d'alu. Pendant que lui remplit des montagnes de formulaires administratifs, moi, je décide de quel nom on va baptiser les diverses créatures qui traversent notre domaine. En général, je m'en tiens à des noms américains comme Schiller ou Brownie, ou des noms assez courants comme Curtis ou Bess. Mais là, il y avait quelque chose avec ces lapins qui m'encourageait à faire du neuf et à le baptiser non seulement en français, mais en français de type nicaraguayen. Notre plus gros lapin, celui qui a bouffé notre bouffe depuis le plus longtemps, je l'appelle Chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé la femme de notre invité. Je lui ai expliqué que le mot veut dire la même chose en français qu'en anglais. En fait, ça veut plutôt dire regret en français, a dit son mari. Bon, on va pour regret chagrineux. Et comment s'appelle celui-là? A demandé la femme en montrant de l'index un des plus petits. Ah ben celui-là, je l'ai appelé carrelage. Bon sang, a fait le mari, mais carrelage, ça veut pas dire. C'est pas ces trucs qu'on met dans la cuisine ou dans la salle de bain? Je sais pas. Ben, ça ne se fait pas d'appeler un lapin carrelage. Qu'est-ce que c'est comme genre de nom? Un nom mignon. Le troisième lapin est apparu. Et avant même que sa femme ne me pose la question, j'ai dit qu'elle s'appelait Chômage. Devrait plutôt dire chômeur. C'est comme ça qu'on appellerait un homme, donc un lapin. Et sauf qu'il s'agit d'une femelle, là. Donc, dans ce cas, il faudrait plutôt dire chômeuse. Bon, arrivé à ce stade dans la conversation, j'en avais déjà entendu plus qu'assez. On était dans ma cour. Le lapin était mon mammifère nuisible. Et j'avais toute l'attitude pour lui donner le nom dont j'avais envie. Qu'il s'agisse d'un prénom, d'un verbe, voire même d'un adjectif. Oh, regarde, on dirait que Reni la courante et Moist la moiteur vont rendre une petite visite à leur vieil ami Véranda intérieure. Quand j'y repense, ce ne sont pas tant les lapins que le français de notre invité qui m'ont énervé. Il parlait au moins 20 fois mieux que moi. C'était comme une deuxième nature chez lui, une sorte de génie pour les langues. Il entendait un son une seule fois et s'en souvenait pour le restant de ses jours. Bah, dans ce texte, j'ai réussi à donner l'impression qu'il faisait tout ça pour nous en mettre plein la vue. Mais enfin bon, c'était un type en vacances, il voyageait en France, il voulait pratiquer son français. C'est quand même pas de sa faute à lui si je me sens si facilement mis en danger. Ça m'a tellement fait culpabiliser que j'ai fini par donner son nom à un de nos lapins. Mon Dieu, je suis content qu'il ait dégagé. C'est pas vraiment le lapin dont la présence est la mieux accueillie dans notre jardin. Mais comme je le répète souvent à You, c'est certainement lui le plus bizarre.